Bonjour et bienvenue dans votre rendez-vous quotidien avec une personnalité de Nouvelle-Aquitaine. Plein phare aujourd'hui sur un homme qui a choisi la caméra pour clamer son amour à la nature. Il s'agit du réalisateur Patrick Glotin. Bonjour. Bonjour. Plein phare sur votre passion. Depuis combien de temps vous entretenez cette liaison avec la nature à travers votre caméra? À travers ma caméra. Oui. À travers la caméra, une vingtaine d'années, parce qu'en fait, j'ai fait plusieurs métiers dans ma vie, parce que je suis très vieux. Et Nous ne dirons pas votre âge. Vous avez commencé par quoi? Par quel métier? j'ai commencé, j'ai fait une école de commerce et après, je travaillais dans des grosses agences de publicité. Et Voilà. comment vous en êtes venu à réaliser des documentaires particulièrement sur la nature? Alors, ça c'est un peu plus compliqué à expliquer, mais en fait, moi j'ai grandi sur le bassin d'Arcachon et j'avais un grand-père qui était chasseur et pêcheur et qui m'a donné, disons, mes premières leçons d'histoire naturelle. Et voilà, donc je chassais, je pêchais beaucoup avec lui. Et c'est vrai que la chasse et la pêche est une bonne entrée, je pense, pour découvrir la nature. On se met en intelligence, en fait, même si ça peut paraître un peu paradoxal. Avec la nature, on doit comprendre ce qui se passe autour de soi. Et c'est un petit peu comme ça, voilà. Donc ça remonte à l'ancien temps, au début des années 60. Et puis après, j'ai fait une école de commerce, travaillé en agence de publicité. Et en fait, j'en ai eu un peu au ras-le-bol. Donc j'ai un peu tout plaqué. Je suis parti faire un tour du monde. Et Avec une caméra? sans caméra, avec un appareil de photo. Et je commençais à éprouver des sensations pour l'écriture. Donc j'ai fait vœu d'écriture, un peu, on peut dire, sans avoir tellement de légitimité. Je n'avais jamais tellement lu ni entrepris des études littéraires. Mais voilà, vraiment une vraie passion pour la nature, un intérêt pour la photo. Parce que je faisais beaucoup de photos quand j'avais 15 ans. Et puis voilà, et en fait l'opportunité m'a été donnée à la création en fait, d'une chaîne qui s'appelle, une chaîne concurrente, il faut en parler, non elle n'est pas concurrente, qui s'appelle Seasons, qui est une chaîne du groupe Canal+, qui est une chaîne de chasse et de pêche. Et ils recherchaient des sujets sur la chasse et la pêche. Et voilà, et donc j'aurais proposé moi mon travail. Et c'est comme ça que tout a commencé. Alors les téléspectateurs de France 3 Nouvelle-Aquitaine vous connaissent grâce à vos documentaires en une sorte de réalité immergée. Ils ont pu vivre la vie mouvementée d'un grain de sable à travers le documentaire Quartz, celle d'un chat philosophe en pleine découverte de la faune urbaine, Mistigris des Toits. On découvre d'ailleurs des images de ce documentaire Mistigris des Toits où vous faites parler un chat finalement et qui découvre son environnement en pleine ville. Pourquoi vous mêlez fiction et réel dans vos documentaires ? Alors, je pense que, en fait, je pense que c'est intéressant. Je mêle les deux, mais disons qu'il y a toujours une trame fictionnée qui a pour objectif de tenir le film du début à la fin. Et c'est un peu effectivement un univers que j'explore, sans vouloir y planter un drapeau dessus, mais cet exercice qui est de mêler la fiction et le documentaire. Je crois que ça... l'idée, c'est de permettre aux téléspectateurs de... C'est un peu, disons, joindre l'utile à l'agréable, on pourrait dire ça comme ça. Et c'est pour attirer vraiment le téléspectateur et le tenir en haleine, oui, aussi. Finalement, sur... oui, aussi. Et puis c'est vrai que la fiction m'intéresse, mais j'ai beaucoup d'inquiétude à me lancer dans la fiction. Je pense qu'il y a des gens qui font... C'est un autre métier que celui du métier de faire de réaliser des documentaires. Et donc, ça me permet peut-être un petit peu aussi de mettre un pied dans la fiction, mais d'une façon un petit peu simplifiée. Dieu, on peut lire dans ce documentaire Mistigris des Toits, Dieu a fait la campagne et l'homme a fait la ville. C'est important pour vous de rendre hommage vraiment au travail de l'homme sur la nature ? Oui. Pour moi, c'est même quelque chose de capital. Ça s'inscrit un peu dans ma petite philosophie. C'est-à-dire, je crois qu'aujourd'hui, on essaye d'opposer les gens les uns aux autres. Et surtout, je pense que l'homme... Je pense qu'on aurait pu faire bien pire que ce qu'on a fait jusqu'à présent en termes d'écologie et d'exploitation de la nature. Et je pense qu'il faut s'accepter en tant qu'espèce proliférante, puisque c'est une réalité, qu'on va bientôt se retrouver très très nombreux sur la Terre. Donc, et je crois donc en l'idée de l'homme. Je pense que l'homme est une espèce supérieurement, enfin je le crois, tout le monde le sait, une espèce supérieurement intelligente, même si certains vont dire oui mais regardez, on est capable du pire avec toutes ces guerres, etc. Mais je pense qu'on est capable du meilleur et je crois qu'on
on va peu à peu, je pense que c'est important de se poser ces problèmes d'écologie, mais je pense que notre intelligence va nous, enfin pas la mienne particulièrement, mais celle des autres, va permettre aux gens de trouver des solutions pour tout ça, même si ça va être bien sûr difficile. Quand on parle de la nature, on a forcément un message en faveur de l'environnement, mais vous, ce message, du coup, vous remettez l'homme au centre de la nature ? Oui, je pense. Mais sans le présenter comme celui qui met en danger la nature. Non, oui, je pense que ce qui est intéressant, là je m'exprime en tant que réalisateur de documentaire, je pense que ce qui est intéressant, c'est quand l'homme pose son regard sur la nature. C'est-à-dire quand l'Indien des altiplanos, c'est pas le volcan Isocèle qui est beau intrinsèquement, c'est vrai qu'il est beau intrinsèquement, mais ce qui est encore plus beau, ce sont sans doute les prières que leur louent les Indiens. Et moi, je prône une nature habitée et non sanctuarisée, c'est-à-dire... et je crois que justement notre belle région Nouvelle-Aquitaine... Elle vous inspire, cette région. Ben oui, parce qu'on se retrouve effectivement dans cette configuration où l'homme a façonné le paysage. C'est le bassin d'Arcachon, par exemple, c'est les Barres de l'Adour, c'est l'estuaire de la Gironde, où on voit que l'homme est très présent et essaye d'exploiter la nature. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire. Alors il faut le faire bien sûr avec beaucoup de précautions, mais moi j'aime bien voir, même très... alors ça risque de faire hurler certaines personnes. Quand on se promène dans la forêt, souvent on voit des cartouches de chasse qui traînent. Et on dit, mais les chasseurs... Et c'est vrai les chasseurs doivent ramasser leurs cartouches. Mais moi, de voir une cartouche de chasse, je me dis, il y a un homme qui est venu là, et qui a passé un moment, qui a regardé le ciel, les arbres. Et je trouve ça intéressant de savoir qu'il y a des gens qui viennent dans la forêt. Comment vous travaillez en amont ? Comment vous repérez l'endroit qui sera votre terrain de chasse d'image ? Alors, je pense que c'est plus la définition des sujets. Alors, à ce moment-là, dont on parle, je crois que les sujets... Il y a tout un tas de sujets, c'est-à-dire qu'il y a des sujets qu'on a en soi depuis très très longtemps, des gens qu'on admire, des lieux qu'on chérit. Et puis souvent on les enfouit, et puis ils rejaillissent, et puis pendant les tournages, vous faites des rencontres qui vous inspirent. Voilà, je pense. Après, il faut savoir justement extirper une idée parmi tant d'autres, et puis le gros du travail, parce que des idées tout le monde en a, après c'est de la conceptualiser, c'est-à-dire c'est de l'écrire, et c'est ce qui prend beaucoup de temps. Plein phare sur une photo, votre nouvelle proie, vous pratiquez en ce moment la chasse aux champignons. Un champignon qui pousse en ce moment, le cèpe. Expliquez-nous un petit peu ce nouveau documentaire. Ouais. Alors ça, c'est une photo en fait de Jean-Luc Chapin, qui est c'est pas une image extraite du film, qui est un photographe qui a participé à ce tournage-là. En fait, moi, je m'intéresse en gros à la relation entre la nature et l'homme. Et c'est vrai que le cèpe, c'était un bon champ d'investigation parce que en fait, ce film, il est un peu bipolaire, enfin pas bipolaire, bicéphale plutôt, on pourrait dire. C'est-à-dire qu'il y a toute une partie qui concerne la science, c'est-à-dire les nouvelles découvertes par rapport au cèpe, comment il pousse, pourquoi, qu'est-ce qu'il faut qu'il pousse, comment il est relié à l'arbre par les mycorhizes, etc. Parce qu'en fait, on se rend compte que les arbres ne pourraient pas vivre sans les champignons. C'est-à-dire s'il n'y avait pas de champignons, il n'y aurait pas de forêt. Parce qu'en fait, les arbres prennent 20% de l'eau par leurs racines et 80% de l'eau par le mycélium des champignons qui est souterrain. Donc s'il n'y avait pas de mycélium, les arbres seraient obligés d'avoir des racines immenses avec des réseaux racinaires très très importants qui repousseraient en fait l'arbre suivant beaucoup plus. Donc la notion de forêt n'existerait pas. Donc il ne faut pas cueillir les champignons ? Si, il faut les cueillir parce que bien sûr tout le mycélium continue de vivre dessous et à se développer. Alors donc on a travaillé sur la partie scientifique mais aussi beaucoup sur les fantasmes parce que bien sûr les cèpes, surtout dans notre région du Grand Sud-Ouest, font fantasmer beaucoup les gens. Et donc on a travaillé beaucoup avec un de mes amis, Eric Audinet, qui est le personnage qui va nous emmener à la découverte c'est un ami qui est éditeur à Bordeaux, qui a publié beaucoup de livres sur le cèpe. Et donc je l'ai pris comme personnage qui va nous emmener à la découverte de ces... D'accord, là vous ne nous immergez pas dans la vie d'un champignon. Non, le téléspectateur n'est pas un champignon. Cette fois-ci, ce n'est pas un champignon qui parle. On vit la vie d'un cueilleur de champignons ? Voilà, d'un passionné, d'un expert aussi, et surtout d'un personnage assez extraordinaire, Eric, qui est capable qui travaille beaucoup sur l'imaginaire, en fait.
Et ça, c'est très intéressant. C'est quelqu'un qui oublie complètement la caméra et surtout qui m'a fait confiance parce que, en fait, la proposition est assez originale. Vous le découvrez quand le film sera diffusé, mais il y a des choses un petit peu particulières, on peut dire. Et là, pareil, le même message, l'homme, oui. La place de l'homme dans la forêt. Oui. La place de l'homme dans la forêt, et puis aussi, parce qu'on pourrait croire que ça serait un film un peu patrimonial, gascon, sur les champignons, avec les pommes de terre, la sarladaise, et au contraire, on en a fait un film, au contraire, plus dans la projection, et on va parler de mycosylviculture, de mycotourisme, c'est-à-dire que par exemple en Espagne, au Québec, les gens font venir beaucoup de touristes, c'est-à-dire il y a des guides spécialisés en champignons et qui vont emmener des gens découvrir les champignons, les manger le soir dans des auberges et développer comme ça le tourisme. Et la mycosylviculture, ce sont des ingénieurs qui proposent aux agriculteurs de faire pousser des cèpes dans leur bois. Parce que par les temps qui courent, ça fait des revenus complémentaires qui peuvent être intéressants. À quand une fiction totale de Patrick Glotin ? Alors en fait, j'en ai fait une. J'ai fait un court-métrage qui s'appelle Jo et Jean, qui se passe aussi sur le bassin d'Arcachon. Qui se passe sur le bassin d'Arcachon, sur l'île aux oiseaux, et qui est une pure invention, qui repose sur 2 ou 3 éléments véridiques, qui étaient la venue de Jean Cocteau sur la presqu'île du Cap-Ferret dans les années 20. Et moi, j'ai brodé, j'ai inventé une jeune fille sauvage qui prétend être la fille de Jean Cocteau. Voilà. Ça, c'est un court-métrage. Ça, c'est un court-métrage. Un long-métrage. Un jour, peut-être ? Jamais. Jamais, pourquoi ? Je ne sais pas, je trouve ça extrêmement difficile. Je me sentirais très très mal à l'aise, par exemple, de diriger des comédiens. Ça, pour moi, ça me tétaniserait et je crois que je n'endormirais pas la veille et j'arriverais sur le lieu de tournage extrêmement fatigué. C'est plus facile de s'adresser à des champignons ou à des des grains de sable. Plein phare sur un objet que vous avez choisi de nous apporter, un étrier. Expliquez-nous un petit peu l'histoire de cet étrier. Alors en fait, cet étrier, on revient en fait au début de la discussion, c'est en fait un étrier du cheval de mon grand-père, qui était un monsieur qui était engagé volontaire. Celui qui vous a fait aimer la nature. Celui-là. Et qui était engagé volontaire à la guerre de 14, qui a fait Verdun, le chemin des dames, etc. Et en fait, son travail, si on peut appeler ça un travail, c'était, en fait, il était messager, enfin correspondant, et donc il allait des tranchées à l'état-major, il faisait sans arrêt. Et en fait, un jour, il y a un obus qui a explosé sous son cheval, et on ne le voit pas très bien, mais il y a un éclat d'obus, donc l'obus a éventré son cheval. Et le cheval, là, il s'appelait Listrac, et mon grand-père me parlait beaucoup de son cheval qui, en fait, l'a protégé. Et donc, voilà, j'ai amené cet objet parce que ça me permettait de parler de mon grand-père, parce que c'est quelqu'un de très, très important pour moi. Et du lien avec l'animal, finalement, qui se sera sacrifié. Merci, Patrick Glotin, d'être passé de l'autre côté de la caméra. En plein phare, la lumière éclaire toujours la toile. Rendez-vous sur notre site france3.fr pour revoir l'émission. À bientôt. À bientôt, c'est un plaisir.